Je dois faire un petit retour en arrière en date du 8 juin 2020. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait parlé dans l'info en question du 11 juin, c'est-à-dire la toute première émission, et on avait annoncé comme une bonne nouvelle que le docteur Maria Van Kerkhove de l'Organisation mondiale de la santé avait dit il semble rare qu'une personne asymptomatique transmette la maladie, et nous étions très nombreux à avoir répercuté cette bonne information en disant finalement, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que on a un argument scientifique pour arrêter le confinement systématique de la population saine, et à la limite, on pourrait juste mettre en quarantaine les personnes malades qui ont des symptômes, mais les personnes asymptomatiques ne semblent pas transmettre la maladie. Eh bien, c'était rêvé en couleur, puisque le 9 juin, donc le lendemain, elle a reçu beaucoup de pression pour faire une rectification. Et donc, elle a dû, avouer que c'était un malentendu, qu'elle n'avait pas voulu dire vraiment cela, mais qu'elle avait dit que les cas très rares, c'est parce qu'elle avait peu de données au niveau des études, et que donc ça ne voulait rien dire sur le plan scientifique. Et bien entendu, l'AFP, à qui on peut toujours faire confiance pour distribuer des fake news. Je rappelle quand même, je viens de l'apprendre, c'est que l'AFP reçoit, figurez-vous, 120 millions d'euros chaque année du gouvernement français. Ben oui. Donc, on peut s'interroger sur l'indépendance de l'AFP quand on sait que l'AFP est la vache à lait nourricière de tous les journalistes. Les journalistes ne font pas l'effort d'aller chercher eux-mêmes l'information, ils vont sur AFP et ils font une confiance absolue à l'AFP. Donc, l'AFP a bien entendu mis ça en exergue et a été chercher des scientifiques au-delà de tout soupçon. Nous avons Gilbert Deray. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce monsieur, mais c'est un de ceux qui a été les plus virulents contre l'hydroxychloroquine dès le départ. Mais quand on gratte un peu, on se rend compte qu'il a énormément de conflits d'intérêts de chez Gilead. Il est un de ceux qui a reçu le plus d'argent de Gilead avec Karine Lacombe. Et bien entendu, ce monsieur a dit une phrase qui est quand même assez intéressante. Il dit « Il n'est pas scientifiquement possible d'affirmer ». Vous vous rendez compte quel euphémisme là ? Il n'est pas scientifiquement possible d'affirmer que les porteurs asymptomatiques sont peu contaminants. En fait, ça ne veut rien dire. Mais ça, c'est le même discours que les gens qui soutiennent la vaccination en disant on ne peut pas démontrer, hors de tout doute, que la personne a eu ses effets secondaires suite à la vaccination. Voilà. Scientifiquement, on ne peut pas le démontrer. Ben oui, effectivement. Et il y a un autre monsieur qui, dans le même article du 9 juin, monsieur Liam Smith, qui est du London School of Hygiene and Tropical Medicine, qui a dit, alors ça, je le trouve quand même assez génial, c'est les meilleures études scientifiques à ce jour, il ne les cite pas, bien entendu, suggèrent que jusqu'à la moitié des cas ont été infectés par des personnes asymptomatiques. Alors, vous allez voir ce que vous allez voir avec l'étude qui vient de sortir en Chine. Alors, donc, l'article de François du 31 décembre s'intitule, je vous le mets en plus grand, « Les bien portants, c'est-à-dire les asymptomatiques, ne transmettent pas le Covid-19 ». Étude chinoise sur 10 millions de personnes. Vous entendez là ? On a reproché à Raoul de ne pas faire des études très larges. Là, on a une étude sur 10 millions de personnes qui prouvent à 100% que les asymptomatiques ne transmettent pas le Covid. Ça, c'est une excellente nouvelle. Alors, donc, j'ai été voir l'article, du coup, je me le suis farci. Donc, c'est heureusement, il n'était pas en chinois, il était en anglais. Post-lockdown SARS-CoV-2 nucleic acid screening in nearly 10 million residents in Wuhan. Donc, ça veut dire, ils ont fait donc des tests sur deux protéines sur les gens qui avaient vécu le confinement à Wuhan et donc dans toute la province de Wuhan, c'est la province de Hubei, et je vous en fais le résumé très rapidement. Donc le but de l'étude, c'était de répondre à 3 questions. Comment évaluer le risque post-confinement? C'est vrai, on a confiné les gens en Chine, mais qu'est-ce qui se passe après?
Deuxième question, c'est comment éviter de nouvelles vagues? Excellente question. Troisième question, comment faciliter la reprise de l'économie et des conditions sociales normales avec le moins de contraintes possible? Parce que si on est sûr qu'il n'y a pas de contamination possible, ben, ça ne sert à rien de continuer à mettre toutes ces mesures en place. Et la manière dont ils s'y sont pris, c'est qu'ils ont décidé, bon, on est en Chine, hein, on n'est pas dans un pays démocratique, ils ont dit, on teste tout le monde. C'est-à-dire, il y a 10 652 000 personnes de plus de 6 ans dans la province, on les teste tous. Voilà. Et ça représente quand même 94% de la population mondiale, globale de la province. Donc, en fait, entre 0 et 6 ans, il y avait 6% qui n'ont pas été testés. Bon, se sont investis là-dedans 50 000 professionnels de la santé et 280 000 travailleurs et bénévoles. Et ils ont testé finalement 9 900 000 personnes, c'est-à-dire 92,9% de ces 10 652 000 qui ont participé. Et ils ont fait tout cela en 19 jours. Vive les dictatures. Et ils ont fait des tests PCR. Et là, on connaît le nombre de cycles d'amplification qui est de 37. Donc, je dirais que ça fait partie des recommandations. Et quand ils avaient des tests positifs, ils les ont vérifiés par des tests antigéniques de immunoglobuline M ou immunoglobuline G pour vérifier si on avait affaire à des faux positifs ou à des vrais positifs. Et ils ont publié leur étude le 20 novembre dans une des branches du magazine Nature. Voilà, ça va? Alors, je vous donne les chiffres, les données brutes. Donc, vous voyez, la population totale, 11 320 000, la population de plus de 6 ans, 10 652 000, et il y en a 9 899 000, donc j'ai arrondi à 9 900 000. Ça, c'est 100%. Et regardez, c'est là les surprises qui commencent. Ceux qui n'avaient pas d'antécédents de Covid, donc qui n'ont pas eu de symptômes de Covid sur ces 9 900 000 personnes, c'est 9 865 000 personnes, c'est-à-dire 99,65%. Et il y avait là-dedans, il y avait par ailleurs 34 424 personnes qui ont eu le Covid, qui ont été diagnostiquées Covid et qui ont guéri. Bien entendu, je n'ai pas les chiffres des morts. Donc, les 9 899 000, ce sont les survivants, d'accord, hein, donc, je n'ai pas les chiffres des morts parce que ce n'était pas l'objet de l'étude. Bien, alors, regardons d'abord ce qui s'est passé pour ceux qui n'avaient pas d'antécédents, donc ils n'ont jamais eu de diagnostic COVID-19 sur base des symptômes. Alors, c'est là que c'est intéressant. Eh bien, ils se sont rendus compte que parmi eux, il n'y avait que 300 personnes qui avaient un test PCR positif asymptomatique et 0 personnes qui avaient des tests PCR symptomatiques. C'est-à-dire il y avait 0 malades sur les 9 865 000 personnes et il y avait 300 personnes testées positives mais sans symptômes. Alors, ils ont eu l'idée, géniale je trouve, de dire mais allons voir qui sont les personnes dans l'entourage de ces 300 personnes positives asymptomatiques. Et ça représente 1174 personnes, c'est-à-dire essentiellement des gens de la famille, le conjoint, la conjointe, le fils, la fille, le père, le grand-père, etc., etc. Donc, ils ont eu 1174. Ils les ont testés. 0 positif asymptomatique, 0 positif symptomatique. C'est-à-dire que les 1174 personnes qui vivaient au quotidien jusqu'à l'étude avec les 300 personnes positives au PCR sont elles-mêmes testées 0. Alors que vous vous souvenez que nos gouvernements nous ont dit que dès qu'on était en contact, ne fût-ce que très bref, en croisant quelqu'un dans un centre commercial dont le téléphone dit qu'il est positif, eh bien, vous êtes considéré comme positif et que vous devez vous confiner. Là, on a des gens qui ont vécu ensemble pendant des semaines et qui sont nuls au niveau positif. Enfin, il y a 0 PCR positif. Alors, ce qui est intéressant, ce qu'ils ont fait dans l'étude, c'est qu'ils ont pris les 300 et les 1174 et ils les ont confinés. Ils les ont mis ensemble. En disant, on va regarder ce qui va se passer. Et il ne s'est rien passé.
C'est-à-dire que ceux qui étaient négatifs sont restés négatifs. Il y a des PCR positifs parmi les 300 qui sont redevenus négatifs pendant la période. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a eu aucune contamination et il n'y a eu aucun malade, alors qu'on a mis pratiquement 1500 personnes ensemble, justement pour voir ce que ça donnait. C'est génial, non? Enfin, c'est génial, génial. Alors, ils ont quand même testé aussi si les 300 personnes, hein, si vous faites le calcul, 161 plus 29 plus 110, ça fait 300. Donc, ils ont regardé parmi les personnes positives asymptomatiques qui réagissaient positivement aux tests d'immunoglobuline M et G. Et en fait, on se rend compte que donc il y a 63,3% des tests positifs qui étaient confirmés aussi par le test d'immunoglobuline, alors que 110 sur les 300 n'ont pas été confirmés. Donc ça, c'était des faux positifs. Donc en fait, on n'avait même pas 300, on en avait seulement 190. Bon, ça c'est juste un petit détail. Et alors, on reprend l'autre catégorie de personnes, c'est-à-dire ceux qui ont été guéris du Covid alors qu'ils ont eu le Covid entre le 1er janvier et fin avril, d'après les indications de l'étude. Et donc, là, parmi ces gens guéris du Covid, il y a eu 107 PCR repositifs, c'est comme ça qu'ils les appellent. Ce sont des repositifs asymptomatiques, c'est-à-dire des gens qui réagissaient positivement au test PCR malgré le fait qu'ils avaient déjà fait la maladie et qu'ils en avaient guéri. Par contre, et ça c'est tout à fait normal, un test PCR peut réagir positivement même si on a déjà guéri la maladie. Et par contre, les malades, il n'y avait personne parmi les malades. Ils ont fait la même chose avec leur entourage, mais ça, je ne vous mets pas les trucs à l'écran. C'est le même principe, c'est-à-dire les gens de l'entourage n'ont pas été infectés. Aucun, zéro, nada. Donc, les conclusions. Et j'en arrive déjà à la fin de mon exposé. C'est parce que ça passe vite, hein, ça m'a pris 4 heures pour faire ça. Donc, bon, alors, les asymptomatiques ne sont pas contagieux, même quand ils ont des tests positifs. Ça, c'est à graver dans la pierre, les amis, et à afficher partout où vous serez capable de l'afficher. Et donc, on peut se demander, et ça c'est Jean-Jacques Reffker qui pose la question, c'est, mais alors, il n'y a aucune raison de tester les asymptomatiques. D'ailleurs, c'est une des conclusions de l'étude. Hein. Ils disent, les tests, ça coûte énormément d'argent, et avec l'étude que nous venons de faire, ça n'a aucune justification de dépenser des millions et des millions pour tester des gens qui sont asymptomatiques, parce que même si les asymptomatiques sont positifs au test, ils ne sont pas contagieux. Donc, ça ne sert à rien de tester encore les gens en bonne santé. Il n'y a aucune raison donc non plus de confiner une population saine, c'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un ne présente pas les symptômes classiques du Covid-19, pourquoi confiner des gens comme ça? Pourquoi leur imposer un couvre-feu? Pourquoi leur imposer le port du masque? Pourquoi leur imposer la distanciation sociale? Pourquoi fermer les commerces, les salles de concert, les salles de spectacle, etc. Et pourquoi imposer un passeport sanitaire ou vaccinal?